Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est Sébastien Breteau, président et fondateur du groupe Kima. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de l'économie avec Raphaël Legendre. Bonjour Sébastien Breteau. Kima, c'est une société qui contrôle la qualité des produits du monde entier. Vous contrôlez tout type de produits, consommation alimentaire, pharmacie, cosmétique. Expliquez-nous un petit peu comment fonctionne, comment s'organise votre activité chez Kima. Alors Kima, le fond de l'activité, c'est de produire de la confiance entre différents partenaires qui veulent faire des affaires entre eux et échanger. On propose des solutions de contrôle qualité, de conformité, compliance sur les produits de grande consommation, donc l'alimentaire et les médicaments. Alors c'est quoi? C'est des agents de contrôle dans les entreprises? C'est des laboratoires? C'est quoi? C'est tout ça. Donc on a des gens sur le terrain qui vont aller vérifier des produits, qui vont aller dans les usines ou dans les fermes, ou dans les abattoirs, on a des gens dans des laboratoires où on fait des tests chimiques pour les produits qui sont régulés par rapport au marché vers lesquels ils sont destinés. C'est aujourd'hui 30 000 clients Kima, c'est absolument massif, et même 35, ça augmente de jour en jour. Et si 90, vous avez créé votre entreprise à Hong Kong il y a 20 ans, oui. 90% des contrôles étaient faits en Chine au départ, aujourd'hui vous êtes présent dans plus de 100 pays, 112 pays, vous m'avez dit précisément, et donc vous avez une vision extraordinaire sur les grandes modifications du commerce international depuis l'éclatement de la guerre commerciale. Absolument. Quels sont les faits saillants? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans ces modifications? Alors aujourd'hui, c'est une période intéressante parce qu'avec les annonces de Donald Trump le 2 avril, il y a une cristallisation de phénomènes, mais ce n'est pas des phénomènes nouveaux, c'est des phénomènes qui étaient déjà en cours depuis quelques années. La Chine, c'était 80-90%. Avec la première session des tarifs de Trump, il y avait les gens sont passés sur des supply chains plus dynamiques, ce qu'on appelle le China Plus One, donc un pays en plus de la Chine. Et aujourd'hui, en fait, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont extrêmement dynamiques et agiles. Et un grand donneur d'ordre, une grande marque de vêtements internationale, peut dispatcher sa chaîne d'approvisionnement sur 10, 15, 20 pays. Donc, pour faire simple, on ne met plus tous ses œufs dans le même panier. La Chine n'est plus l'atelier unique du monde et on a une multiplication. Donc la dynamique, c'est quoi? C'est moins de Chine, forcément? La dynamique, c'est moins de Chine. Et qui sont les gagnants? Les gagnants, a priori, les gagnants depuis quelques années, c'était le Vietnam et le Bangladesh. Oui. Mais il faut mettre les choses en perspective, c'est que la Chine, c'est quand même l'éléphant dans la pièce. Aujourd'hui, il faut juste pour vous donner un ordre de grandeur, 2% de la capacité manufacturière chinoise, c'est 20% de la capacité manufacturière du Vietnam. Ah oui. Donc en fait, on ne peut pas bouger 30% de la Chine du jour au lendemain, c'est impossible, il n'y a pas les capacités en face. Alors les gagnants, c'est a priori, ce qu'on voit, c'est donc Vietnam, Cambodge, Bangladesh, et les États-Unis aujourd'hui, on sent qu'il y a une tendance à vouloir s'approvisionner en Amérique du Sud, parce que ça a l'avantage aussi de fixer les problèmes d'immigration, enfin en tout cas d'y contribuer. Et en Europe, l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord un petit peu, mais ils n'ont pas les capacités manufacturières. Alors nous, par exemple, on est en hausse de 170% en Égypte, mais l'Égypte, ça représente, je sais pas, une journée annuelle de la Chine aujourd'hui. Mais justement, pour votre stratégie à vous, à votre niveau chez Kima, comment on fait pour anticiper les changements, sachant que la localisation des usines, elle est en ce moment au cœur des décisions des entreprises, mais changer une localisation, ça se fait en plusieurs mois. Les gens, on a entendu Bernard Arnault ce matin dire que ça dépendait des décisions de Bruxelles et que si ça lui plaisait pas, il partait directement aux États-Unis. Enfin, ce sont des décisions qui prennent des mois et en même temps, il faut décider. Absolument. Alors aujourd'hui, il y a des disponibilités. Nous, nos clients, s'ils vont booker une inspection pour la Chine, le même produit, ils peuvent le faire demain au Cambodge. On a les personnes, il y a la technologie, il y a le réseau. Donc en fait, ça c'est possible. En revanche, bouger une usine simple, ça va être 18 à 24 mois au mieux. Oui. Et avec les normes, les contraintes, par exemple en Europe et même aux États-Unis, ils ont plein de normes aussi, ça va prendre ce genre de personnes. Donc quand on a un homme politique qui a un mandat par définition court, enfin même si celui-là, il voudrait qu'il soit éternel, la réalité c'est que la décision industrielle de construire une usine par rapport au timing et aux évolutions des choses, elle est délicate. Surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas si les tarifs actuels seront encore en place dans un mois.
Donc personne ne sait pas. Aujourd'hui, la psychologie des clients, c'est plutôt wait and see. Mais il n'y a pas de décisions massives qui sont en train d'être prises aujourd'hui. Vous nous disiez quelque chose de très intéressant avant qu'on ouvre le micro. Le Covid a été pour la Chine une répétition de ce qui se passe aujourd'hui. En quoi ? Non, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, là, on voit bien, la Chine a décidé d'adopter une posture dure. Oui. Dur et en fait c'était les employés qui me le suggéraient, mais quand il y a eu le Covid, ils ont eu une politique extrêmement dure vis-à-vis de leur population et de leur propre économie. Ils ont fermé le pays et en fait c'était une répétition générale pour voir qu'est-ce qui se passe si on est coupé du reste du monde, qu'est-ce qui va se passer. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que finalement leur économie a quand même tenu. Et c'était une répétition générale parce qu'il y avait la crise de Taïwan et aujourd'hui en fait ils sont en pleine crise et ce qu'ils savent c'est qu'ils ont un avantage colossal par rapport aux Américains, c'est que le chinois, et c'est la culture confucéenne aussi, du sacrifice de l'individu pour le bien collectif, c'est que s'ils disent à la population regardez comment ils nous traitent de paysans, ils nous insultent, s'il faut qu'on souffre 9 mois, ils vont le faire. Oui, alors que les Américains 10 jours de marché, c'est déjà la révolution. Donc en fait ils n'ont pas le même... Ils jouent sur le même rapport au temps. Un autre point très intéressant autour du Mercosur. Le Mercosur qui a été signé le 6 décembre par l'Europe à Montevideo. Mais pas par la France. Mais voilà, la France a toujours ses lignes rouges et continue d'expliquer qu'elle n'endossera pas le Mercosur si ces lignes rouges ne sont pas respectées, notamment sur l'agriculture et sur les clauses miroirs. Vous certifiez les agriculteurs au Brésil. Alors on a une activité importante de certification au Brésil. Ils ont aussi des normes, en particulier pour tout ce qui est abattage, ils ont des normes. Ils n'ont pas les mêmes normes qu'ici. Je comprends les agriculteurs français, mais je ne vois pas comment la France va s'opposer à un accord de libre-échange parce qu'en fait, ils bénéficient de manière colossale aux deux parties. Peut-être que la solution, c'est d'arrêter d'embêter les agriculteurs en leur mettant des nouvelles réglementations ici, pour qu'ils puissent être en concurrence de manière équitable avec les contreparties en Amérique du Sud. Pour terminer, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qui se passe dans le monde, la diplomatie, la place de l'Europe dans les échanges entre les grands blocs, la Chine, les États-Unis. Vous avez une vision globale de ça. Vous avez créé Kima il y a 20 ans, on l'a dit, vous avez vécu à Hong Kong, vous vivez aujourd'hui à Londres. Est-ce que l'Europe a sa place ? Est-ce qu'elle a le poids nécessaire aujourd'hui dans la diplomatie ? L'Europe et la France, c'est intéressant d'avoir la vision de absolument. Je pense qu'on a tout à fait la place. On a l'éducation, on a une culture du droit. Très bien. Ce qui se passe, moi je pense que c'est une excellente opportunité aujourd'hui. L'Europe, on s'est un peu assoupi. Il faut quand même le reconnaître, c'était quand même facile, le parapluie américain, la dette, tous les taux d'intérêt bas. Pourquoi les taux d'intérêt étaient bas ? C'est parce qu'on a importé de la déflation des produits pas chers de Chine, on en a profité. À un moment donné, on peut pas être les seuls on peut pas espérer partir à la retraite à 52 ans quand on a en face tout un tas de pays qui travaillent pour le bien collectif et tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir un sursaut. Le problème, est-ce qu'on a les structures de gouvernance en Europe pour bouger vite ? Je ne sais pas. Mais autrefois, on avait une guerre tous les 30 ou 40 ans, donc il y avait une espèce de remise à plat et on pouvait changer les choses à l'issue de ces guerres-là. On n'a pas eu, mais moi je crois en sursaut. Et quand je vois les managers, quand je vois le sens de l'esthétique, quand je vois les capacités de concevoir aussi des systèmes, je pense que l'Europe, on a des très très belles cartes à jouer. Et je suis pas très inquiet. Je suis plutôt optimiste en fait. Tout ça, je pense, ça va déboucher sur des choses très positives. Et il y a une vraie prise de conscience. Merci beaucoup Sébastien Breteau d'être venu nous voir, merci de m'avoir invité. Fondateur du groupe Kima dans la matinale de l'économie.